Salutations, ici Talentir pour le 7ème épisode de la campagne Icarus opposant l'alliance des salamandres des Basiléens aux gobelins et aux elfes du crépuscule, sur le scénario Ruée vers l'or. Le background jusqu'à présent, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour le lire en entier. Les nouveaux venus, les elfes du crépuscule de Latael Mornecoeur, qui est en fait la seule elfe de la liste, tout le reste ce sont des cauchemars ou des abyssaux. Les gobelins de Gilus. Les Basiléens, toujours l'host de l'abbaye. Et les salamandres du seigneur Yotu. Le village caché des forêts de Galaïr sera donc pour la 3e fois le théâtre d'une bataille sanglante. A noter un petit point sur le scénario, nous avons tiré un scénario utilisant des pions bluffs, donc ruée vers l'or. Chaque équipe reçoit 5 pions bluffs, 2 qui valent 0 points, 1 qui vaut 2 points et 2 qui valent 1 point. Chaque équipe place dans la moitié de table de l'adversaire ses pions face cachée, et ils seront tous retournés à la fin du tour 3. Ils deviendront alors des marqueurs objectifs qu'il faudra tenir. En l'occurrence, dans le background du scénario, il s'agira des fragments utilisés dans le rituel homme lézard qui a été interrompu lors de la dernière bataille. À la fin de la partie, l'armée qui dispose du plus de points, d'objectifs tenus, remporte la victoire. À l'est, les nouveaux arrivants elfes noirs ont placé leur cavalerie en face du village et à côté d'eux des archers gobelins et des lanceurs. Avec mes basiléens, je défends principalement le village, dont ils ont demandé la restitution pour prix de leur aide. Ils sont donc principalement déployés ici, autour de l'abbesse. Au centre, un premier groupe de cauchemars, bouchers et mastodontes des ombres encadrés par des gobelins. Au centre, des panthères gurdes, les lanciers sur Kaizenor, les Eloi et les gorgeurs Gekota. L'aile gauche de l'Alliance du Bien est composée des anciens, des guerriers salamandres, des tyrans, des panthères gurdes et des chevaliers paladins. En face, l'aile droite du mal se compose de Daimon, de Rakai, d'autres régiments de Daimon, des Cerbères des Ombres, et à l'arrière, mages et trombones. La bataille commence avec la cavalerie elfe qui fonce à l'est. Les gobelins, quant à eux, préfèrent visiblement rester à l'abri tranquillement et tirer. Au centre, les gobelins avancent également assez doucement. Idem à l'ouest avec les Cerbères qui gravissent la colline. Un des guerriers salamandres de Yugi tombe sous le tir de l'arc de Kaba, il sera heureusement relevé par le prêtre mage. Décidément toujours relativement en forme, le lanceur de petits gosiers de Gilus expédie un bon spécimen dans mon régiment de panthères, il fait un carnage et mes petits chatons déroutent. Hervé de son côté avance résolument droit vers l'avant, il faut dire qu'au centre et à gauche nous avions mis des moyens, donc nous estimions que c'était notre côté fort. À gauche, je commets l'erreur fatale d'écouter mon allié, puisqu'il me demande de garder mes panthères en arrière pour tenir l'objectif, et lui se propose de bloquer les Cerbères avec son capitaine sur Rhinosaur, mais évidemment, ces derniers étant agiles, ils le contournent et chargent depuis la colline mes chevaliers, la charge fait très mal, heureusement mes chevaliers tiennent,
Et ce sont les Daimons qui attaquent le capitaine sur Rhinosaur, mais sans grand résultat. Pendant ce temps-là, dans le village, eh bien, ça sent un peu le sapin vu tout ce qui se ramène. Je vois de la cavalerie elfique approcher depuis l'entrée nord du village. Mes éclaireurs de la sororité commencent bien puisqu'elles ouvrent le feu sur les gobelins qui subissent des pertes importantes, mais en échange, elles récoltent tout le tir possible et sont massacrées. Donc ça commence à être difficile. Yugi balance une charge de lancier Kaizenor grâce au village caché des forêts de Galaïr, la carte, qui donne un pouvoir éclaireur pour une unité. Et il traverse le cimetière et trace directement dans les bouchers qui manquent de peu d'être détruites. Ils tiennent à un cheveu et ils sont ébranlés, mais comme ils ont la règle furie, ils contrechargent et le pauvre Yugi prend tout ce qui est possible. Lancier gobelin, cavalier abyssaux, absorption vitale de Latael cœur noir, qui soigne d'ailleurs les bouchers, et au final les pauvres lanciers sont éparpillés façon puzzle. Devant le village, bien, dans le but de gagner du temps pour ses frères d'armes, l'abbesse Amelia fait charger son char dans les trolls, mais visiblement il a dû se voiler une roue parce que la plupart des attaques sont esquivées par les trolls. Et du coup le roi Gilus bondit au secours des trolls, mais l'abbesse barre par son attaque et le running gag de la partie s'engage puisque ce duel va durer quasiment jusqu'au dernier tour. A mon tour, je fais charger mes Eloi contre le second régiment de trolls dont ils viennent facilement à bout. Ensuite, ils sont pris à partie sur le flanc par les Daimons, mais heureusement ces derniers n'arrivent pas à les vaincre, ce qui me permettra de les contrecharger. Mes chevaliers devaient encore être sous la violence du choc, puisque leur contre-attaque est pitoyable, il ne faut que 3 blessures au cerbère qui tiennent sans problème. En ce temps, dans le village, l'abbesse étant au combat, c'est Hercule qui entretient la motivation des troupes. Les épéistes vont bloquer l'entrée nord, ils vont vers la mort certainement, mais on demande de gagner du temps là, on cherche pas à gagner. La charge violente des cavaliers abyssaux fait mal comme prévu, mais pas suffisamment pour les faire fuir, et ils tiennent bon. Les paladins, eux, sont rappelés depuis le centre vers l'intérieur du village, tandis que les sœurs attendent l'ennemi pour frapper au bon moment. Le capitaine sur Rhinosaur massacre les Daimons, mais se fait ensuite attaquer par une horde de racailles, tandis que d'autres racailles chargent les guerriers salamandres. Après un second assaut, les cerbères des ombres finissent par mettre en déroute mes chevaliers paladins, qui n'ont servi finalement à rien, et se tournent. Retour au village où mes sœurs ont enfin trouvé une ouverture, ils se précipitent avec l'aide du seigneur Yotu contre les cavaliers abyssaux qui venaient de massacrer les lanciers Kaizenor. Comme prévu, mes Eloi contre-attaquent les Daimons, tandis que les anciens passent le marais suivis de près par les tyrans. Côté ouest, les guerriers salamandres démolissent les racailles et se tournent vers les cerbères des ombres, histoire de ne pas se faire attaquer par derrière. Grâce à l'aide du seigneur Yotu qui est venu prêter main forte à mes sœurs, on déroute les cavaliers abyssaux, ce qui est plutôt un bon résultat. Mon abbesse tient toujours bien dans son combat contre les trolls et le roi Gilus, dont les attaques sont relativement faibles pour le moment. C'est la fin du tour 3 et nous retournons donc les marqueurs objectifs où nous découvrons qu'en fait elles sont plutôt polarisées, puisque de notre côté nous avons mis dans leur zone au nord-ouest le pion qui vaut 2, un pion qui vaut 1, mais nous en avons quand même mis un au nord-est. Eux par contre ont mis tous leurs points dans ou autour du village, celui qui vaut 2 vers le centre, près du marais, un qui vaut 1 au centre du village et un autre de 1 point qui se trouve à la porte nord. Sur la colline se trouvent les machines des gobes, le fragment n'a visiblement plus d'énergie puisqu'il vaut 0. Par contre on a mal joué puisqu'on en a mis un qui vaut 1 point, donc il y a toujours un peu d'énergie au milieu de la forêt. Au nord-ouest, donc, le fragment qui est défendu par les racailles dispose donc de son plein potentiel, soit 2 points. Les cerbères des ombres attaquent donc le capitaine sur Rhinosaur par derrière et le taillent en pièces. L'abbesse continue de se battre avec férocité, même si elle ne met pas beaucoup de dégâts non plus. Et
Les tirs du trombone ébranlent les guerriers salamandres, tandis que le mage gobelin blesse Trokota, le prêtre mage, Skink. Les bouchers chargent le seigneur Yotu, qui malgré son courage termine piétiné. Et le mastodonte des ombres charge sur les sorts, bientôt suivi par les gobelins. Les malheureuses basiléennes seront ébranlées. Le porte-icône Hercule subit des blessures dues à une grenade du Flapper, qui vient de se rapprocher du village. Les cavaliers abyssaux taillent en pièces les épéistes et se préparent donc à recevoir la charge de mes paladins. Paladins qui, encouragés par le lutte magique d'Hercule, vont réussir un exploit puisqu'ils vont one-shot les cavaliers abyssaux. Mais dans la foulée, le courageux porticone, lui, termine écrasé par une case à gosier, encore une fois, ouais. Un cadavre qui est rapidement dévoré par l'occupant de la cage. C'est un peu le vent de panique pour les gobelins puisqu'ils sont menacés par l'égorgeur Gekota, du coup ils tirent avec tout ce qu'ils ont dessus. Et il y a un trombone notamment qui semble bien motivé puisqu'il va faire un carton et ébranler la grosse créature en chargeant à fond de poudre son arme. Attaqués de tous les côtés, les pauvres guerriers salamandres sont dispersés aussi. Les dernières sœurs sont massacrées par les cauchemars et par les gobelins. L'abbesse Amelia est ébranlée, mais elle refuse toujours de rejeter l'éponge. La situation est donc difficile autour du village pour l'Alliance du Bien, puisque les précieux fragments sont à portée de main de l'ennemi. Les lanciers gobelins s'avancent pour en contrôler un qui est au centre du village. Mes paladins, eux, se dirigent pour choper celui qui est devant la porte nord, puisque ils ont réussi de façon inespérée à détruire les cavaliers abyssaux. Les tyrans, eux, chargent les bouchers, mais en étant gênés par le cimetière, ils n'ont pas un très bon toucher, et ne font pas suffisamment de dégâts. Les bouchers sont encore une fois ébranlés, et encore une fois, avec la furie, ils vont contre-attaquer. Vu notre déconfiture inattendue un peu sur le flanc gauche, puisque nous pensions que ce serait notre flanc fort, on décide de faire repiquer les anciens vers le centre pour aller prendre l'objectif qui vaut 1 point, qui est dans la forêt défendue par le mage gobelin, qui n'arrive de toute façon pas à faire grand chose avec ses éclairs. Les cerbères des ombres, eux, sont allés prendre le contrôle du fragment le plus précieux de cette zone, qui vaut 2 points, tandis que les racailles font rempart de leur corps devant les Éloi qui les chargent. Pour les Éloi, la tâche est hautement difficile puisqu'il faudrait qu'ils fassent un one-shot. Ils font autant de dégâts que possible, c'est plutôt pas mal, ils mettent 10 blessures. Ils sont blessés en retour mais tiennent bon sans problème, toutefois le fragment reste hors de leur portée. Le duel au sommet se poursuit entre Gilus et l'abbesse Amelia. Gilus contre-attaque et il devait venir à bout de l'abbesse, mais tout d'un coup elle est prise d'un courage insensé, repousse encore les assauts de ses ennemis et poursuit le combat. Les anciens vont sans problème prendre le fragment dans le petit bois, tandis que le mage gobelin tente de filer avant d'être grillé par la boule de feu de Trokota. Mes paladins se préparent à défendre leur fragment. Le Farper s'est avancé pour prendre l'objectif qui vaut 2 points, le petit fragment qui se trouvait devant le muret. Il est cependant attaqué à ce moment-là par nos panthères qu'on a fait venir de la gauche et qui ont tracé toute la table. Si les panthères réussissent à tuer leur ennemi et qu'il n'y a pas de tour 7, c'est à ce moment-là une égalité, ce qui serait vraiment excellent pour nous étant donné la configuration de la partie. Malheureusement, les panthères ne parviennent qu'à ébranler le flapper et en plus de ça, on tire un tour 7. Du coup, ce tour 7 non seulement nous arrange pas, mais il va complètement nous ruiner, puisque les Éloi viennent à bout des racailles, mais là-bas, de toute façon, c'était trop tard. Et alors, pour le reste, ça va être festival, donc évidemment, le mastodonte des ombres charge de flanc les panthères, les mettent en fuite, assurant définitivement le contrôle du précieux fragment qui vaut 2 points et qui se trouve à cet endroit-là. Mais en plus, l'artillerie gobeline ainsi que le mage et les archers bombardent mes paladins et parviennent tout pile à les mettre en déroute, ce qui nous fait perdre l'objectif qui valait 1 point qui se trouvait au nord-est du village. C'est pas de bol.
Les gobelins, en tout cas les racailles, tiennent toujours solidement l'objectif qui vaut 1 point qui est dans la zone adverse dans la forêt. Ils font rempart face à l'égorgeur Gekota, et en plus de ça, les bouchers arrivent au secours de ces derniers et mettent en déroute la grande créature. Alors les trolls ont été ébranlés par l'abbesse qui vraiment donne tout ce qu'elle a, mais elle finit quand même par succomber à l'attaque du roi Guillus qui la jette à bas de son char, tout pile aussi, une fois de plus. Du coup, tout s'est complètement inversé pendant ce tour 7, la grande majorité des fragments sont donc ramassés par les gobelins et les cauchemars, l'armée basilienne est quasiment détruite, les survivants se barricadent dans le sud du village, seuls les anciens parviennent à emporter un fragment avec eux. Le texte d'ambiance de fin, là aussi n'oubliez pas de mettre en pause pour pouvoir le lire en entier. Un grand bravo à Gilles et Olivier pour leur victoire, et puis j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous dis à la prochaine et d'ici là, que les dés vous sourient.